Merci aussi aux organisatrices et je vais vous parler de la littérature yiddish. Je suis particulièrement contente d'être ici pour vous en parler parce que, comme vous le savez, cette littérature a été non seulement interrompue tragiquement par l'histoire, mais d'une certaine façon aussi peut-être oubliée. Représenter l'histoire ne va pas de soi en contexte juif et la littérature yiddish, qui est l'expression multiséculaire de la vie ashkénaze, connaît à cet égard des développements originaux, qui sont liés à une évolution intrinsèque, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, à la naissance parallèle de l'historiographie. Ainsi, la période de l'entre-deux-guerres ne fait finalement que condenser, à laquelle je vais m'intéresser, ne fait finalement que condenser et radicaliser des évolutions qui se situent en fait en amont, avant, en liaison avec la sécularisation et la modernisation de la société juive en Europe orientale, et par conséquent les changements conjoints des savoirs. En s'ouvrant à la représentation du mouvement de l'histoire, c'est ce que je vais postuler dans cette intervention, la littérature permet de développer des régimes d'historicité jusqu'alors inédits et accède à des objets nouveaux de représentation, à une répartition différente du visible par rapport à des modes mémoriels inspirés davantage par les rituels de la parole et de l'échange. L'entre-deux-guerres, d'autre part, se caractérise, on le sait, par la brutalisation des sociétés issues de la Grande Guerre et assiste également à la naissance des mouvements totalitaires qui procèdent à ce que Walter Benjamin définit comme des formes d'esthétisation de la politique. Par conséquent, lire la littérature yiddish du XXe siècle en corrélation avec les écrits de ces philosophes juifs allemands, Benjamin, Krakauer, Scholem également. Scholem qui rédige un essai sur Sabbatai Tzvi, le faux messie qui révolutionne le monde juif au XVIIe siècle et qui évoque en filigrane la puissance inquiétante de la personnalité charismatique, à peu près au même moment où Isaac Bashevis-Singer écrit Satan Agorai ou, dans une autre traduction, La corne du bélier. Étudier ces phénomènes en synchronie nous permet finalement de dessiner des points de jonction entre les discours et leurs interférences, étudier finalement l'interdiscursivité, mais aussi entre des manifestations congruentes de ce qu'on a appelé la renaissance culturelle juive, donc à l'ouest, en Allemagne par exemple, comme à l'est, en Russie, en Pologne, etc. J'appellerai méta-histoire ces représentations structurées par un imaginaire médial, l'utilisation d'énoncés théologiques désymbolisés, immergés dans la contingence du profane, ou également ces nouveaux aperçus de la surface liés à des formes d'aperception inconsciente produites par ce que Benjamin appelle également l'intrusion des appareils d'enregistrement technique de la réalité. La littérature yiddish, à la croisée de ces discours multiples, accomplit ainsi, en un laps de temps accéléré, et d'ailleurs condensé par l'urgence de l'histoire, une série de mutations décisives. Je vais d'abord m'intéresser à ces mutations de la mémoire traditionnelle. La mémoire juive traditionnelle, depuis ses fondements bibliques, se définit comme impératif à la fois religieux et social, qui cimente l'unité des groupes dispersés dans l'espace et le temps. Le Zachor, l'injonction mémorielle formulée à de multiples reprises dans la Bible, est promesse de vie, de perpétuation de l'existence collective, malgré et contre les aléas de l'histoire. La capacité d'engendrement de l'identité et de transmission des idéaux éthiques se dit par conséquent en termes à la fois prescriptifs et vitalistes. La mémoire se situe dans le tréfonds de l'identité, au niveau du cœur. Elle est symbolisée rituellement par le port des phylactères qui contiennent des fragments du texte sacré et qui se situent en particulier entre les yeux, comme un rappel, un signe, au milieu du front, lieu de l'intelligence rationnelle et du regard humain sur le monde divin. La mémoire se perpétue par le biais des récits, de l'enseignement intergénérationnel, lors de moments réglés, extraits du quotidien par la charge sacrée du rituel ou de l'étude. Il s'agit bien alors de cette mémoire vraie, vivante et en même temps soustraite à l'écoulement temporel profane dont parle Pierre Nora dans son introduction au lieu de mémoire. Le canal principiel de la réception de la loi et de la réeffectuation de la mémoire
et par conséquent, en contexte juif, au départ en tout cas, l'écoute, qui innerve l'injonction monothéiste retracée dans le schéma Israël, la principale prière du judaïsme. La profération, l'écoute, l'incorporation de la loi implique sa réactualisation, en particulier par le biais de l'étude, qui est centrée, donc l'étude rituelle, religieuse, qui est centrée non seulement sur la lecture et le commentaire, mais aussi sur la scansion rythmique du texte, qui est psalmodié, cantilé, appris par cœur, et intégré dans une sorte d'érotique de la connaissance qui débouche, d'autre part, sur les puissants mouvements de la mystique juive et de l'imagination ésotérique. Yerushalmi, dans son livre intitulé Zachor, retrace la naissance tardive de l'historiographie en contexte juif, qu'il attribue à la domination de la mémoire précisément, qui, à la différence de l'histoire, est partielle, intériorisée, typologique. Mémoire qui procède par rime entre les temps et les lieux, entre les différentes figures de l'histoire et de la légende, fondue dans les types exemplaires de ce que Jan Assmann, qui reprend d'ailleurs les analyses d'Alpbach sur les cadres sociaux de la mémoire, Jan Assmann appelle ces fusions des figures souvenirs. La notion de figura déborde d'ailleurs largement sa référence visuelle et englobe la puissance effective du récit, la diction d'événements légendaires ou historiques déjà structurés en récit, comme dans le cas de l'Exode en particulier. C'est dire que le visuel, s'il n'est bien sûr pas absent de l'imagination mémorielle, est au départ subordonné à une dimension de renvoi verticale, au filet de la parole consacrée par la canonicité textuelle et qui est répétée de génération en génération. En parallèle avec cette mémoire incorporée, on remarque également le caractère fusionnel des temporalités, qui produit un effacement de la subjectivité individuelle et la subordination de l'espace-temps concret à la signification, qu'elle soit symbolique, éthique, religieuse, ce qui conduit nécessairement à l'effacement des contextes particuliers. L'histoire, constate Yerushalmi, si elle intervient puissamment, bien sûr, sur la constitution de ces processus de transmission liés à la précarité de la vie collective, ne pouvait émerger en tant que savoir distinct qu'une fois la brisure de ces cadres sociaux et intellectuels accomplie. Je le cite, « Une imprégnation absolue des rabbins par l'histoire pourrait largement expliquer qu'il n'ait jamais écrit d'ouvrage historique. La Bible leur avait appris que pour prendre le pouls de l'histoire, il ne fallait pas écouter les manifestations de surface, mais entendre une histoire invisible dotée de plus de réalité. » Et en effet, mis à part quelques chroniques relevées par Yerushalmi, souvent d'ailleurs imprégnées de messianisme et qui se relient au modèle de la chaîne de la tradition, c'est la modernité, après les ruptures des Lumières, le courant de la Haskalah, qui est, selon lui, à l'origine de la constitution de cet objet nouveau, qu'est l'histoire en contexte juif, domaine de savoir découpé par la confrontation avec les savoirs des nations, par le biais des processus de sécularisation et d'assimilation, ou en tout cas d'intégration nouvelle au modèle cognitif des sciences européennes. Mais par conséquent, c'est une autre distribution du visible et de l'invisible qui s'établit, ainsi qu'un régime d'apparition d'objets innombrables jusqu'alors négligés, sans nom, comme le dit Krakauer dans un autre contexte. Essentiellement, il s'agirait avant tout de passer de cette écoute de la profondeur invisible à un enregistrement inédit de la surface, pour reprendre un autre motif cher à Krakauer, une prise en charge par conséquent de l'espace dans sa diversité visible par rapport à la domination exclusive du temps. Plus encore, il va falloir désintriquer le temps du filet de la parole sacrée, le déplier dans sa spécificité relative afin de le rattacher à des espaces circonscrits et explorer dans leurs détails, leur variété, leur micro-histoire particulière.
Cette spatialisation du temps est essentiellement accomplie par la littérature moderne et l'historiographie de façon conjointe qui se développe à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Ces deux formes de déploiement de la surface temporelle redéfinissent parallèlement le régime du visible et par conséquent aussi de l'invisible, et il va convenir dès lors de les nommer, de les convertir en objets de savoir, et les transformations du fantastique, c'était un peu le thème que j'avais donné à mon exposé, dans le domaine littéraire en particulier, mais en liaison, me semble-t-il, avec l'histoire, traduisent à leur façon les mutations en cours. Le développement de techniques d'enregistrement et de reproduction de la réalité, comme la photographie et bien sûr le cinéma, concourent à donner forme à ces nouvelles visibilités et à leurs négatifs. Alors, parmi ce délicat balancement entre visible et invisible, en contexte juif bien sûr, à la fin du XIXe siècle, début XXe, je citerai principalement l'émergence de la subjectivité au centre de la configuration littéraire, les métamorphoses de l'imaginaire traditionnel qui redéfinit les no man's land du savoir positif, les résurgences du refoulé mémoriel ou encore les formes d'anxiété inédites liées à la modernisation. Ainsi, Peretz, un écrivain yiddish, un classique, l'un des grands classiques de la littérature yiddish, peut-il dire qu'il n'y a pas encore de forme dans la littérature yiddish, et il le dit à la fin du XIXe siècle, en 1988, lorsqu'il écrit son grand poème Monish. Donc il n'y a pas de forme dans la littérature yiddish pour dire l'amour. De même que Mendele Meuchersforim, l'un de ses prédécesseurs, évoque quant à lui les obstacles culturels qui s'opposent à l'évocation autobiographique. Dans les termes suivants, c'est un de ces personnages qui parle, mais une sorte d'alter ego. Ma vie en elle-même, quel mérite possède-t-elle et qu'a-t-elle d'original pour qu'elle soit jugée digne d'être écrite ? La notion de fantastique décrit alors moins l'hésitation entre des causalités alternatives, comme dans la littérature européenne, que l'inquiétante étrangeté d'une histoire qui redécouvre ses propres impensés ou ses zones d'occultation culturelle. Car, ainsi que le dit Yerushalmi, je le cite, « L'effort contemporain de reconstruction du passé juif commence à une époque qui est témoin d'une rupture brutale dans la continuité de la vie juive et qui voit donc également s'accélérer chez les juifs la perte de la mémoire du groupe. En ce sens, et quand ce ne serait qu'à ce titre, l'histoire devient ce que jamais elle n'avait été, la foi de juifs perdus. » Et un peu plus loin, pour autant qu'elle se veuille vraiment contemporaine et demande à ce qu'on la considère avec sérieux, l'historiographie doit rejeter, de par sa fonction du moins, les prémices qui furent dans le passé à la base de toutes les conceptions juives de l'histoire. Il me semble que dans cette fonction d'oubli et de séparation inhérente au geste historiographique, la littérature puisse prendre en charge une partie de ce refoulé afin de le transformer en récit, mais aussi au XXe siècle, et c'est une nouveauté par rapport à la période ou aux périodes qui précèdent, en images qui assurent dès lors des formes de continuité, en même temps d'ailleurs que de contestation, par rapport à la mémoire culturelle. J'en arrive à mon deuxième point, appropriation du visible, métamorphose de l'invisible. La littérature des Lumières, la Haskalah en contexte juif, se définit avant tout par ses objectifs pratiques de modernisation et de combat contre la vie traditionnelle, dans ses aspects routiniers et fermés, comme dans ces nouvelles formes plus exaltées, influencées en particulier par le renouveau religieux lié au piétisme racidique à partir du milieu du XVIIIe siècle. Les formes privilégiées de cette littérature de combat sont la satire et le théâtre, des formes donc dialogiques qui incluent souvent le pastiche des différents sociolectes, des discours, voire des langues, qui sont toujours enchevêtrés dans le contexte multiculturel ashkénaze. À l'extrême inverse idéologique, le mouvement racidique développe lui aussi une littérature didactique qui passe en particulier par le mode des anecdotes, les dits géographiques autour des figures charismatiques du mouvement.
Outre les satires éclairées, la littérature yiddish moderne commence par conséquent aussi avec les contes de Rabbi Nachman de Bratslav, qui ouvrent une perspective symbolique liée à la puissance rédemptrice du récit, en même temps d'ailleurs qu'à sa complexité, voire à l'impossibilité herméneutique, et il me semble que cela annonce déjà des développements que l'œuvre de Kafka reprendra. Même les premiers accomplissements romanesques véritablement modernes, comme par exemple les œuvres de Mendele Meuchersforim, c'est un pseudonyme, à partir des années 1860, conservent cette allure dialogique, carnavalesque, proche des développements de la satire ménippée, qui est étudiée par Bartine, en particulier en contexte slave, et qui pourrait rendre compte en partie également de la culture yiddish. Les récits, sous forme de monologues de Sholem Aleichem, un autre classique, alors quand on dit classique, c'est en fait le milieu du XIXe siècle, ou les contes néo-chassidiques de Peretz, au tournant du XXe siècle, mettent en place l'éclatante supériorité du jeu verbal, parfois vertigineux, dans ses mises en abîme, qui constituent alors les caractéristiques originales de la littérature yiddish, à l'apogée de ce que l'on appelle rétrospectivement son moment classique. La conquête du visible par rapport à cette théâtralisation verbale se formule à travers des dispositifs optiques qui sont insérés dans les récits. Par exemple, dans la Haridel de Mendele Meuchersforim, 1873, c'est le topos du vol dans les airs, sur les ailes du démon Asmodée, qui rend compte du regard panoramique porté sur l'histoire, la guerre, l'industrialisation et les pogroms qui deviennent récurrents et de plus en plus violents. Cependant, ce n'est pas une lunette optique qui démultiplie la vision dans ce texte, mais une pichenette du diable sur les yeux humains effarés qui découvrent à la fois l'histoire, la géographie et le regard stéréoscopique sur la réalité qui annonce déjà le cinéma. La contemplation en surplomb du déroulement de l'histoire reste cependant toujours encadrée, à ce moment en particulier, au début de l'émergence de la modernité, dans le dispositif ancien, qui est le dispositif citationnel et vertical, caractéristique de la ménippée juive, et qui suscite la reprise ironique de la citation biblique. La voix, c'est la voix de Jacob, et les mains sont les mains d'Ésaü, dit alors le texte, désignant ainsi le partage typologique entre les rôles historiques, entre la victimisation juive d'un côté et la puissance des nations de l'autre, mais aussi au-delà de la sentence morale, de l'exemplum, qui permet de caractériser de façon figurale le spectacle sonore de l'histoire. Ces nouvelles visibilités passent aussi par l'élargissement du questionnaire posé à la vie juive, qui se reflète par exemple dans les enquêtes statistiques ou ethnographiques entreprises, d'abord à l'instigation des autorités tsaristes, puis au sein des courants de l'autonomisme culturel, en particulier autour de Dubnov et Dansky, qui sont respectivement à la naissance de l'historiographie et de l'ethnographie ashkénaze. L'accélération de la judéophobie d'État concourt à la nécessité de rendre compte des causalités historiques par le parcours des lieux sous forme d'enquête, de recherche d'archives, de collecte de documents, constitution d'archives publiques également, puis, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, des missions de renseignement, d'aide et de témoignages sur les pogroms. L'effort concerté de documentation des pogroms par les historiens juifs, je pense en particulier à Elie Tcherikover, qui constitue un fonds important d'archives sur les pogroms de 1917, puis sur ceux de la guerre civile, et qui utilise les ressources d'enregistrement de la réalité par des moyens techniques comme la photographie ou le cinéma, puisque des films même sont tournés pendant les pogroms et sont ensuite collectés par ces historiens, sont très importants à cette époque. Et on peut imaginer que ce sont précisément ces moyens techniques, documentaires, filmiques, qui inspirent les techniques descriptives, soit des écrivains, soit des historiens, et je pense qu'ici il y a une convergence très forte.
Je pense par exemple, entre autres, à Rachel Feigenberg, qui est une proche de Tcherikover et qui participe d'ailleurs à ses côtés à la défense à Paris en 1926 de Simon Schwarzbart, l'assassin juif de Petlura, qui est l'un des responsables principaux, l'un des chefs militaires principaux responsables des pogroms de la guerre civile. Et les historiens vont produire des documents, ces documents qu'ils ont collectés pour défendre, pour participer à la défense de Schwarzbart. Et donc, Rachel Feigenberg, dans son récit sur la destruction totale du shtetl de Dubove en Ukraine, évoque de façon très plastique, cinématographique presque, ces vagues successives de pogroms. Et la dernière, la plus cruelle, elle l'évoque, je dirais de façon quasi fictionnelle, comme un cortège carnavalesque, chamarré de cosaques en uniforme traditionnel, joint à des repris de justice et même aux athlètes d'un cirque. Et c'est finalement une image mouvement qui est très proche, me semble-t-il, alors même qu'elle est historienne, de ce que fait Bulgakov dans La Garde blanche, ou même d'un plan de film soviétique sur la guerre civile ou d'un plan d'Eisenstein. L'écho littéraire de ce contexte, qui est bien sûr perçu comme apocalyptique et qui débouche sur des formes de destruction massive bien avant la Shoah et la littérature des ravins dont on nous a parlé hier, est bien sûr considérable. Dubnov, Ansky eux-mêmes en rendent compte dans leurs témoignages, qu'ils soient construits comme fiction biographique et historique dans l'histoire du soldat juif de Dubnov ou comme récit d'enquête autobiographique dans La destruction de la Galicie chez Ansky. Je ne vais pas m'attarder, mais en gros, dans ces deux textes, il y a, comme d'ailleurs dans la littérature, il y a alternance entre regard panoramique et condensation, focalisation sur des moments dramatiques, des images symboliques de la destruction, des sortes de monogrammes mémoriels. Et j'ai des exemples à donner, mais je n'en ai pas le temps. Alors, ce fantastique historique, on le trouverait dans toutes sortes de textes, aux qualifications génériques très différentes, depuis l'histoire jusqu'à la poésie même. Et finalement, ce qui est caractéristique, c'est à la fois la spectacularisation de l'histoire, les micro-récits, mais aussi ces images agissantes qui sont à la fois fichées dans la rétine et dans la mémoire. Et il me semble que c'est très proche finalement de ce que l'on trouve à la même époque dans les films expressionnistes et également dans les analyses, ou un peu plus tardivement, ça dépend, mais bon, parfois de façon contemporaine, dans les analyses de par exemple Voringer, donc ce mixte d'empathie et d'abstraction qu'il utilise pour qualifier les avant-gardes ou les analyses de Kurtz et plus tard de Lotte Eisner à propos de ces mouvements qui, justement, ces mouvements artistiques qui démultiplient la surface, qui accentuent l'expression et qui brisent les connexions naturelles entre les objets. Alors l'un des thèmes privilégiés dans la littérature yiddish comme dans l'expressionnisme européen, parmi d'autres, c'est celui de la grande ville, et cela fait suite bien sûr à la littérature du shtetl, la petite bourgade traditionnelle. J'ai un exemple que j'emprunterai à Israël Joshua Singer, que je ne vais pas développer. C'est un membre de Haliastra, une revue futuro-expressionniste. Et je voulais juste évoquer sa nouvelle Dans l'obscurité, où on trouve à la fois l'évocation urbaine, quasi expressionniste, et également toute une réflexion sur la photographie et sur l'aliénation, la réification qui, dans les cuves à négatifs du photographe, inverse la chaleur de la vie en pâleur blafarde et figée. Et la ville, chez Israël Joshua Singer, qui est d'ailleurs le frère de Bashevis, Singer, plus connu sans doute que lui, est déjà cet espace fantôme qui, en même temps qu'Annalise Benjamin ou Krakauer, qui, en même temps, est traversé par les différentes couches de passants qui ont des activités, des intérêts divergents et qui ne communiquent pas entre eux.
Alors, ce fantastique social, on le trouve également dans le thème de la rue, comme dans beaucoup de films de la nouvelle objectivité. Et là, j'aurais l'exemple de Rabon, Israël Rabon, qui a écrit un roman qui s'intitule La rue. Je ne sais pas combien de temps me reste-t-il. 5 petites minutes. 5 petites minutes. Donc, ce roman de Rabon, bon, je ne vais pas développer les exemples que j'avais sélectionnés, mais il inclut un épisode qui se passe dans un cinéma. Le personnage est un soldat démobilisé de la juif, démobilisé de la Première Guerre mondiale, qui revient, enfin, qui ne revient même pas, qui erre dans Lodz, qui n'est même pas sa ville natale, où il n'a aucun lieu fixe, et qui va se réfugier dans un cinéma, où il va devenir finalement le récitant. Donc il y a un passage très intéressant où il récite donc à partir des images des deux orphelines à propos de scènes de la Révolution française devant des ouvriers en grève, et les ouvriers lui demandent sans cesse demandent au projecteur de repasser sans cesse les mêmes images où Danton, Robespierre, Saint-Just enflamment les foules, et il y a une sorte d'atmosphère précisément de retour des images, de régression, de contestation temporelle de la linéarité par cette régression au désir de la foule. Et dans le même passage, il y a aussi, bien sûr, l'évocation de ce que Krakauer appelle l'ornement des masses, à travers ce passage que j'aimerais vous citer quand même. C'est le directeur du cinéma qui parle, qui présente notre soldat juif. L'orateur que vous allez entendre tout à l'heure soulève dans les meetings l'enthousiasme de centaines de milliers de personnes. Les fascistes lui ont proposé de se mettre à leur service pour 5 000 $. C'est parodique, mais c'est malgré tout très éclairant. Il y a également des passages d'hallucination qui renvoient directement, me semble-t-il, peut-être même par citation, au cabinet des figures de cire de Paul Lény. Et je voulais juste citer ce passage qui montre bien cette intériorité expressionniste qui impose ces formes de diction au réel. C'est le soldat qui parle. Quand je rêvais d'un pays ombragé, le soleil disparaissait du ciel et l'obscurité, une obscurité totale, s'abattait sur la rue dans laquelle je marchais. Alors c'est précisément cette obscurité qui est annonciatrice des menaces de l'histoire, qui est la toile de fond sur laquelle se déploient les visions apocalyptiques, qui était l'objet auquel je voulais en arriver dans mon troisième point, donc messianisme juif et écran démoniaque. Donc ce messianisme juif qui se développe dans toutes sortes de textes, je n'en citerai qu'un seul ici, mais il y en a beaucoup d'autres, et c'est précisément complètement en congruence avec les analyses contemporaines de Scholem, qui sortira un peu plus tardivement, mais il l'écrit dans ces années-là, donc son récit sur Sabbatai Tzvi, le Messie mystique, ou d'autres que je n'ai pas le temps de citer, et je m'arrêterai simplement sur le texte de Moïse Koulbak, qui est intéressant parce que c'est un auteur soviétique qui a disparu dans les purges staliniennes, mais qui en 1924 est à Berlin, et il écrit Le Messie, fils d'Éphraïm, qui est un récit justement messianique, apocalyptique, autour de cette figure du Messie qui échoue, le Messie, fils de Joseph, contrairement au Messie qui réussit, le fils de David. Et il y a une scène très intéressante où il y a une sorte d'évocation d'une scène qui est censée avoir lieu dans la réalité, mais qui ressemble complètement à une projection cinématographique et qui évoque peut-être aussi les fantômes de Nosferatu de Murnau. Donc les personnages sont massés, je cite, massés à la fenêtre, entassés les uns sur les autres, et ils regardent le spectacle, le souffle coupé. Mais ce spectacle, bien sûr, est un spectacle qui ressemble à un spectacle de cinéma. Entre-temps, l'espace s'était assombri, les images commencèrent à s'éteindre, on ne voyait plus qu'un lointain carré blanc au fond des ténèbres.
J'en arrive au dernier texte que je voulais mentionner, c'est le texte d'Isaac Bashevis Singer, Satan Agorai, qui lui est écrit en 1932, donc à un moment malgré tout différent, la montée des périls, et dans ce texte, il met en scène la figure du faux messie du XVIIe siècle, Sabbatai Tzvi, et il analyse les phénomènes d'hypnose collective, de la foule qui est abusée par ces leaders politico-religieux, et l'évocation de ce mouvement messianique historique qui a été étudié par les historiens de façon contemporaine, parce que ce mouvement a été aussi refoulé de la mémoire juive traditionnelle. Donc c'est au XXe siècle seulement qu'on commence à l'étudier de façon scientifique. Et parallèlement à l'évocation du mouvement messianique, avec les énoncés traditionnels qui renvoient à des chroniques qui ont été écrites à partir de ce mouvement historique, eh bien, cette évocation va s'accompagner dans la fiction de Singer d'une peinture exacerbée des pulsions démoniaques, mais qui sont des pulsions intérieures finalement aux personnages, qui vont être projetées de façon très plastique sur la scène de l'histoire, sur la scène romanesque également, et qui vont être ensuite purgées par l'exorcisme final, qui clôt le roman et qui remettent en scène cette vocalisation de l'histoire par la voix du dit-book. Mon dernier point, c'était de constater que Singer, écrivant en 1932, attribue encore à ce moment à ces démons leur visage juif. Ils sont complètement décrits en termes traditionnels à partir du folklore ashkénaze, et ce n'est qu'après la guerre, semble-t-il, que l'on donnera à ces démons le visage de l'ennemi, avec les archétypes traditionnels, ceux du persécuteur biblique, comme Haman, le persécuteur du livre d'Esther dans la Bible, qui est typologique et qui inscrit une sorte de figura de la persécution dans la diction mémorielle. Ce n'est qu'à partir des textes de témoignages sur la Shoah que ces démons vont devenir finalement externes, étrangers, vont être projetés sur une altérité tellement infigurable finalement que l'on a besoin d'avoir recours à ce renvoi de nouveau aux matrices mémorielles de la persécution. Et par rapport, je dirais, à cette tendance à un retour à l'énonciation traditionnelle et à une forme de schématisme, de stéréotypie, je signale simplement la poursuite après la guerre, donc à partir de 1944, de cette œuvre très féconde qu'est l'œuvre de Singer, qui va se poursuivre jusqu'en 1991, à la date de sa mort, de sa disparition. Et dans cette œuvre, l'imaginaire folklorique, les démons intérieurs côtoient les fantômes des juifs polonais qui reviennent assister à un mariage à Bronzeville, c'est le titre d'une de ses nouvelles, ou côtoient également les apparitions spectrales des personnages en blouse blanche qui hantent la cafétéria new-yorkaise autour de l'apparition terrifiante d'Hitler en chair et en os. Les démons de l'histoire n'en finissent plus désormais d'opérer des passages et des transgressions multiples entre les genres, les langues, les textes, les époques, dans une langue que Singer, dans son discours du Nobel, appelle fantôme, mais qui semble encore dans ses textes merveilleusement vivante. Merci.